Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa. On est très content de vous accueillir cette semaine, d'autant plus que ça y est, l'OGC Nice a retrouvé le chemin de la victoire, a retrouvé le chemin des buts, a retrouvé une belle communion à domicile, certes devant un stade à moitié vide, mais quand même une victoire 3-0. Ça faisait longtemps, depuis Monaco la saison dernière, donc pas de raison de ne pas s'en réjouir. Une 5e place confortée, la course à l'Europe qui est relancée. Alors bien sûr, encore des motifs d'insatisfaction, je pense qu'on aura du mal tous et toutes à s'enthousiasmer d'ici cette fin de saison avec tout ce qui a pu se passer sur le terrain, en dehors, mais quand même, allez, une petite parenthèse enchantée, on va dire. Il fait beau sur la Kuntea déjà, et puis on évite d'avoir une thérapie ce week-end, on évite d'avoir un week-end gâché dès le vendredi soir. Allez, merde, hein, un peu d'optimisme quand même moi je vais m'y coller. Alors oui, il y aura des choses à redire sur ce match, on va en parler dans quelques instants avec mes chroniqueurs du jour, mais essayons quand même de se dire que allez, une 5e place, ça offre des perspectives excitantes pour les prochains matchs, même si voilà, il y a des grosses affiches qui nous attendent. Mais concentrons-nous sur ce match face à Lorient, cette belle victoire, encore une fois. On espère que Loïc Ferry a bouffé son gros somme tout seul dans son vestiaire. Mais j'accueille pour parler de ça tout d'abord Alric. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, une victoire satisfaisante, enfin une belle victoire pour démarrer le week-end. Il fait beau, il y a des points de satisfaction. Il n'y a pas tout qui m'a plu et je prendrai plaisir à vous partager tout ça dans l'émission. Ouais, on va essayer de pas verser non plus dans l'optimisme BA après des semaines à se scarifier, mais bon, on va pas non plus cracher dans la soupe, hein. Victoire 3-0, ça arrive suffisamment rarement. Des retours, comme celui de Morgan Sanson, qui nous a fait très plaisir et qui est buteur. Quelques joueurs qui sont également pardonnés de crimes contre le football de ces dernières semaines. Mais avant de commencer le match, on accueille également Vincent Bertigno. Salut Vincent, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Un week-end, comme tu dis, où il fait beau, on a gagné 3-0. Ça peut pas être mieux pour le moment, donc on va profiter de cette victoire après des mois compliqués. Et puis on va espérer qu'on enchaîne bien sur la fin de saison. Ouais, puis bon, l'avantage de jouer le vendredi et d'avoir gagné, tu mets un petit coup de pression sur les autres. Alors oui, on a toujours ce match en retard qu'on va bientôt jouer au Vélodrome, mais on va regarder un peu pendant ce temps les équipes, voir si elles arrivent à performer autant. Il y a notamment un Brest-Monaco, même si c'est un peu loin devant nous, mais qui pourrait nous intéresser pour la lutte pour les places en Ligue des Champions. Et derrière, des déplacements, hein, que ce soit Marseille qui doit aller à Toulouse, Lyon à Paris. Donc voilà, il y a des choses à regarder de loin, et peut-être que ce week-end sera même encore meilleur dimanche. Après tout, la semaine dernière, sans jouer, on a peut-être passé le meilleur week-end depuis le début de l'année 2024. Donc voilà. Mais restons à notre rencontre à l'Alliance Riviera hier soir. Non, juste samedi matin, on a même fait l'effort de couper notre grasse mat pour revenir sur ce match. Cette fois, c'est un peu plus un plaisir qu'une corvée. Victoire 3-0, je le disais, les buteurs Morgan Sanson, Jérémy Boga et Evan Guessant entrés en fin de match. Commençons par le commencement et par la composition d'équipe. Allez, pour la 45e fois au moins de la saison, un 4-3-3 extrêmement classique. Bulka dans les buts, Jordan Lotomba à droite, la charnière centrale, Jean-Claire Todibo-Dante, Melvin Barr, le craquito international, en tout cas on l'espère bientôt, sur son côté gauche. Morgan Sanson qui revenait de blessure au milieu de terrain, dernière apparition, c'était à Lens, et pour une victoire déjà, coïncidence je ne crois pas. Pablo Rosario et Kefren Turam qui l'accompagnaient, et une attaque désormais classique, Jérémy Boga, Terem Mofi, Mohamed Ali Chaud. Vous avez l'habitude, messieurs, en tant qu'habitués de l'émission. La première question, c'est quand on voit les joueurs disponibles et les formes jusque-là, déjà, pas trop de surprises, même s'il y en a qu'on regrette. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, bon, Terem Mofi, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon, on aura l'occasion, il aura son chapitre. Mais considérant les joueurs disponibles et ceux que l'on connaît des préférences de Francesco Farioli, on était sur du classiquish absolu. Ultra classique et je découvre la possibilité de commencer un match à 10 contre 11. C'est assez fantastique parce que tu dis Terem Moffi, mais il est noté sur le papier, mais je ne l'ai pas vu sur le terrain. Bref, on en parlera tout à l'heure. Mais pour le reste, très classique. Le retour de Morgan Sanson a visiblement fait du bien au milieu de terrain, qui a quand même été très critiqué et qui était très critiquable ces dernières semaines. Pablo Rosario qui, de semaine en semaine, je me dis, bah tiens, pour un mec qui était un peu couteau suisse éternel remplaçant, le mec fait sa place là en cette fin de saison, et pour des choses plutôt satisfaisantes. Kefren Turam qu'on continue à voir,
qui, on y reviendra, a fait un vrai bon match. Globalement, une équipe qui est classique, mais qui a montré ce qu'on attendait d'elle et qui était, on va le dire très clairement, indispensable face à un adversaire comme Lorient. De la maîtrise, de la solidité, de la sérénité, c'est ce qu'on a vu, un clean sheet. Globalement, les choix du coach sont, comme on l'a dit, normaux, mais l'équipe a répondu présent et c'est ce qu'on lui demande face à un adversaire aussi faible, finalement. Vincent, des choix très fariolistes, hein. On n'est plus vraiment surpris. Une vraie satisfaction au-delà de son but de récupérer Morgan Sanson pour l'équilibre du milieu de terrain, replacer Pablo Rosario, en tout cas l'installer peut-être un peu pour cette fin de saison également à ce poste-là. En réalité, on n'a pas forcément révolutionné hier soir et même pas du tout les choses, mais on a récupéré suffisamment d'éléments. On peut également penser à l'entrée de Youssouf en fin de match qui sera utile dans les prochaines semaines. C'est ça en fait, c'est vu qu'on dispose à nouveau d'un effectif complet et qu'on peut mettre un peu tout le monde dans les meilleures dispositions, eh ben, c'est un peu plus facile peut-être d'appliquer les préceptes du fariolisme qui nous avait porté très haut au classement en début de saison. Bien aidé, il est vrai, par la nullité de l'adversaire, mais pour se concentrer quand même sur notre équipe et sur le 11, quand tu récupères un maximum de tes talents et que tu mets tout le monde à son poste et que tu arrives à aligner une équipe cohérente, bizarrement, la machine tourne un peu mieux tout de suite. Ouais, c'est vrai, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, comme tu dis, une équipe, du moins un 11 de départ, quasi commun à celui qu'on avait en début de saison où tout le monde était présent. Et donc là, c'était le cas ce soir, à quelques exceptions près, notamment Youssouf qui était pas prêt à démarrer. Mais comme tu dis, Rosario a bien assuré son rôle quand même. L'interrogation, c'est évidemment Mofi. On sait que face à des blocs bas, il a très peu de moyens de s'exprimer. En tout cas, ça correspond pas du tout à son profil d'attaquant. Et c'est vrai que ça fait de l'incompréhension de voir Guessant sur le banc à sa place. Donc ouais, petite interrogation sur ce choix-là. J'aimerais bien comprendre les raisons qui poussent Farioli à aligner Mofi dans ces conditions. Mais bon, on en saura plus. Mais sinon, la compo était cohérente et le gym a fait un match cohérent sans être parfait. Mais l'intensité était là, les intentions étaient là, et au final, ça fait 3-0. C'est une très bonne chose et un bon pas en avant dans cette course à l'Europe. Ouais, que demander de plus au final je me souviens, pour en avoir discuté en off, puis Alric sur BFM aussi notamment. Ce qu'on attend en fait de l'OGC Nice en cette fin de saison, c'est assumer son statut, c'est retrouver un jeu qui, sans être peut-être aussi efficace qu'en début de saison, en tout cas, soit cohérent. Et en fait, on se rend compte et on fera un point calendrier et classement en fin d'émission que si on est un minimum sérieux face aux équipes qui nous sont logiquement inférieures comme Lorient, les points, tu les prends et tu finiras dans les places européennes. Alors bien sûr, ce sera peut-être pas à la place de Dauphin et la Ligue des Champions qu'on pouvait espérer à l'automne, mais entre la 4e et la 7e place, c'est encore facilement accessible sans faire d'exploit nécessairement au Vélodrome, à Lille ou face au Paris Saint-Germain. Donc essayons, voilà. Je pense que globalement, si vous allez me dire, messieurs, si on doit retenir un peu le mood et l'impression qu'on a après ce match, c'est le gym n'est toujours pas une équipe qui nous fait rêver niveau jeu, mais quand tout le monde assume ses responsabilités et qu'on torpille Lorient, que ce soit 2-3-0, mais sans réellement trembler, c'est pour moi, en tout cas à titre personnel, l'ambition que j'ai avec l'OGC Nice pour cette fin de saison, c'est se rendre les matchs faciles face à Lorient, face à Strasbourg et face au Havre. Si tu gagnes ces 3 matchs-là sans trop trembler, tu sais que tu es européen, a priori, même si mathématiquement, il y a toujours un multivers où ça ne sera pas le cas, mais fort logiquement, tu devrais l'être. Et après, ça te laisse le temps de voir si tu mérites plus sur les 3 autres affiches que j'ai citées. Et la vraie sensation avec cet OGC Nice, c'est justement sa capacité à faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est l'ADN du club. Hein. Oui, Je suis obligé de le placer une fois par émission, c'est dans mon contrat, mais pour le coup, c'est vrai. Mais complètement. Et si tu veux, en fait, quand on regarde cette victoire 3-0 contre Lorient, on se dit, waouh, ça a été serein, ça a été solide, ça a été la maîtrise. Et en fait, tu peux pas t'empêcher tout de suite de repenser à Montpellier et Nantes, où tu dis, mais c'était des équipes d'un niveau similaire, en fait, que tu as affronté, et tu t'es fait battre. Et t'as rien montré, t'as été nul. Donc c'est ultra frustrant, finalement. Moi, c'est quand même le sentiment un peu amer
qui me reste, parce que même si aujourd'hui beaucoup s'amusent à dire qu'ils ne ressentent plus rien quand ils regardent l'OGC Nice gagner, perdre, bah, moi je garde quand même une certaine amertume et une certaine frustration, parce que ok, cette victoire 3-0 contre Lorient, elle fait plaisir, elle est maîtrisée, c'est ce qu'on attendait et tout ça, pas de problème. Mais une fois que tu as dit ça, tu te dis, bah, les 6 points que tu perds contre, euh, contre Nantes et Montpellier, bah, ils t'empêchent aujourd'hui de viser beaucoup plus haut. Et malgré tout, ben ouais, il reste encore quelques matchs, dont des 3 grosses affiches et 3 matchs plus à ta portée. Là aujourd'hui, tu n'as plus le droit à l'erreur. Alors, sans parler de qualification européenne, je parle même en termes de niveau de jeu et de niveau de l'adversaire. T'as plus le droit à l'erreur. Tu dois aller battre Strasbourg parce que c'est à ta portée. Tu dois battre... parce que Patoche, faut pas se mentir aussi. Oui, mais mon Patoche, c'est private joke et puis Ouais, c'est même s'il personnel. il nous rend bien service dans la course à l'Europe ces dernières semaines. Vrai frère Patoche, hein, merci. Alors, franchement, vrai frère, parce qu'il va décrocher des victoires qu'on n'attend pas, quoi. Non, mais voilà. Tu as quand même... donc, c'est Strasbourg, c'est Le Havre et le troisième, tu as dit, je sais plus. Bref, c'est ça. Strasbourg-Le Havre et c'était Lorient le troisième. Voilà, Donc, Strasbourg-Le Havre, Lorient, voilà. C'est 3 matchs qui étaient à ta portée, enfin qui sont à ta portée, et Lorient s'est fait, donc c'est gagné. Tu n'as plus le droit à l'erreur, tant parce que les adversaires sont à ta portée que parce que tu as un objectif en fin de saison. C'est le moment aux joueurs de montrer qu'ils sont toujours concernés, parce que beaucoup ont été critiqués et à raison, je trouve. Mais voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir, comme je le disais, ce sentiment de frustration, parce que tu as montré hier contre Lorient, c'est ce que tu aurais dû montrer contre Nantes, contre Montpellier, et que tu n'as pas montré. Et c'est signe que l'OGC Nice veut jouer les grands, mais il en est encore loin, malheureusement. Vincent, on sent... allez, je vais la jouer un peu dramatique, mais moi, quand je me suis assis en tribune avant le match, je suis arrivé tard, en plus. Donc déjà, quand tu arrives à accéder à ta tribune moins d'une demi-heure avant le coup d'envoi, c'est mauvais signe. Mais bon, c'était jamais que Lorient. Je doute pas que face à Paris, je devrais arriver avec 2 heures d'avance. Mais en fait, j'ai regardé le stade autour de moi. C'était désespérément vide. Sur le site officiel, il y a 21 000 spectateurs annoncés. Je pense qu'on était au mieux à 15 ou 16 000, je sais pas. Est-ce qu'on est trop dur avec cet OGC Nice ? Est-ce qu'il y a eu trop de déceptions, trop un contexte trop lourd qui fait qu'en fait aujourd'hui t'es 5e et il y a vraiment on constate un manque d'enthousiasme, nous les premiers d'ailleurs pour le coup pour cette fin de saison, alors qu'on a beau essayer de le rationaliser, de le verbaliser, en réalité tout est encore possible entre la 4e et la 7e place. Ça devrait être un sprint final excitant. Alors certes peut-être avec les regrets que cite Alric, et il a bien raison de dire que sans forcer on devrait être bien au-dessus. Mais là, j'ai l'impression que en fait, l'équipe et peut-être le club a perdu en route un certain nombre de supporters, alors que tout ne va pas si mal. Le souci, c'est que cette saison, du moins au début de saison, on fidélisait parce qu'on avait les résultats, sans être non plus flamboyant dans le jeu. Et au fur et à mesure, les résultats ont disparu, sont devenus plutôt négatifs. Et en fait, quand tu as ni le jeu ni les résultats, c'est difficile de faire venir les gens. On a un public un peu particulier aussi, il faut le reconnaître. On n'a pas que des gens qui sont accros, on n'a pas un socle de base de 35 000 personnes au stade, comme ça peut être ailleurs en France. Mais du coup, oui, je pense que les gens se désintéressent un petit peu au fur et à mesure que le jeu ne s'améliore pas, que les résultats ne s'améliorent pas. Alors oui, tu es toujours en course pour l'Europe, mais il y a cette frustration de te dire depuis 2 mois, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de venir voir un match à l'Allianz, passer 90 minutes pour voir quelques frappes et peu de buts au final? Alors hier, c'était très bien, le résultat est très bon, il y a eu des buts, il y a eu tout ce qu'il y avait de plus cohérent pour faire un résultat. Mais voilà, on a un public, je pense, un petit peu frustré de ce qui se passe, et c'est récurrent d'année en année, j'ai envie de dire. Donc non, après ça va peut-être changer, parce que là, tu as quand même une semaine où tu vas jouer contre l'OM, et derrière, je crois que c'est à Strasbourg, si je me trompe pas, tu me corriges si je le dis faux. Mais C'est bien voilà, ça. si tu fais des bons résultats sur ces 2 matchs-là, en fait, là, tu te retrouves avec une position de chasseur, davantage qu'une position de chassé, et ça peut rendre ta fin de saison encore plus excitante pour tout le monde, donc j'espère que ce sera le cas.
Bon, à voir, à suivre en tout cas, mais on réécrit pas l'histoire chaque semaine, hein. Bien sûr qu'après les 2 précédents matchs à domicile, et la déception du déplacement à Reims, c'est compliqué de se motiver, de se mobiliser, et c'est facile pour nous de dire ça après une victoire 3-0, hein. On aurait pu faire une 3e défaite pourrie à la maison d'affilée, mais à voir du coup dans les prochaines semaines. Alors il y a bien sûr Paris, comme je le disais, qui fera le plein, mais ça serait bien également que voilà, sur le match face au Havre, où, comme tu le disais Vincent, si on négocie bien les 2 prochains déplacements, tu peux avoir un enjeu très important. En tout cas, voilà, ça c'était le petit point ambiance autour du club. Il y a les questions de calendrier, mais je vous propose encore une fois d'en parler en fin d'émission, plutôt pour terminer là-dessus, et de revenir un peu au terrain. La principale attraction, enfin c'est peut-être un bien grand mot, mais du match, et une des grandes satisfactions, c'est le retour de Morgan Sanson. Je le disais tout à l'heure, première depuis Lens, où le gym avait déjà fait un très bon match. Alors oui, Morgan Sanson était aussi des piteuses défaites à domicile, donc c'est pas nécessairement le facteur X qui fait la différence, et à qui les victoires sont conditionnées, mais par contre, buteur, hein, une action qui est extrêmement farioliste, hein, puisque c'est du pressing, un peu comme à Lens, même si c'était pas lui qui l'avait opéré, mais c'est du pressing qui provoquait une perte de balle, exploiter cette situation de déséquilibre, et après Morgan Sanson a la possibilité et le talent pour mettre une grosse sacoche qui va au fond. Donc au final, on voit peut-être un peu trop par bribes, mais que sur les matchs qu'on gagne, c'est parce qu'on va provoquer ces erreurs, parce qu'on a un bloc peut-être un peu plus concerné, un peu plus compact. Est-ce que pour vous, en fait, c'est parce que le profil de Morgan Sanson manquait au milieu de terrain ces dernières semaines? Je pense que c'est aussi plus ou moins directement lié avec la performance de Khéphren Thuram, ça sera le sujet suivant. Mais en fait, autant face à Nantes, on avait complètement explosé à cause des suspensions et des blessés au milieu de terrain, autant là, j'ai eu l'impression, sans parler de grandes performances du milieu ni de grands talents, que Rosario, Sanson, Thuram, c'était extrêmement cohérent, plutôt complémentaire également, et que du coup, ça a permis à tout le monde de jouer en pantoufles, et en tout cas d'exploiter un maximum de ce potentiel, ce qui a donné une très bonne performance d'au moins 2 de nos milieux de terrain, mais à commencer par Morgan Sanson, messieurs. Ce qui nous a manqué, à mon sens, sans oublier quand même la faiblesse de l'adversaire, c'est l'activité pardon, de Morgan Sanson. Il n'est pas toujours juste, il n'est pas toujours efficace, mais par contre, il va se battre sur chaque ballon. Et pour être tout à fait honnête, en vous parlant, je revois un petit peu l'action de Morgan Sanson. Ça ressemble effectivement à ce que tu disais du fariolisme, le pressing haut. Ce que je regrette quand même, c'est que ils sont pas beaucoup dans la moitié de terrain adverse au moment de cette récupération de balles de Morgan Sanson. Je crois qu'ils sont que 3 ou 4. Ça manque un peu plus de présence. C'est ce qui faisait notre force en début de saison. Mais voilà, Morgan Sanson, de par son activité, amène quelque chose qui nous a manqué cruellement, parce qu'il était blessé, parce qu'il y avait beaucoup de suspensions, parce que ci, parce que là. Et ce qui fait plaisir par rapport à ce but, et c'est ce que j'attendais moi de Morgan Sanson depuis son arrivée, c'est qu'il est décisif. C'est ce que j'ai regretté notamment depuis le début de la saison, c'est qu'il n'était pas assez décisif. Moi, c'est le type de joueur où je l'attends à avoir 6 ou 7 passes décisives et 4 à 5 buts dans une saison au minimum, parce que c'est un joueur d'expérience, parce que c'est un joueur qui, certes, a déjà passé son prime, mais qui doit apporter beaucoup plus dans une équipe. Et donc, je suis satisfait quand même de le voir récompensé de cet effort. En plus, le but, franchement, je l'attendais pas. Cette grosse sacoche en lucarne, je l'attendais pas. Donc, elle fait plaisir. Et on voit que c'est aussi un soulagement pour lui. Donc, globalement, oui, son retour fait du bien. Son retour, en plus, avec un Rosario qui, lui, en position de 6, ça a l'air, est toujours intéressant. Et un Khéphren Thuram qui m'a semblé plutôt libéré. C'est peut-être ce qu'on peut attendre de la fin de saison au milieu de terrain, avec peut-être la question avec la présence de Youssouf à la place de Rosario, c'est à voir. Mais son retour fera forcément du bien, à condition qu'il ne se blesse pas d'ici la fin de saison. Vincent, Morgan Sanson, voilà, performant. Alric le rappelle, hein, on avait une petite fin, on va dire, sur le côté décisif en début de saison, notamment à l'automne. Bon, il nous avait répondu avec magnifique passe décisive à l'époque, je me souviens. Donc là, il revient. On sait qu'il y a eu un peu un côté intermittent avec lui, avec les blessures, mais
J'aurais déjà ton avis sur sa performance hier et puis sur son avenir à l'OGC Nice. On n'a pas les conditions exactes de l'option d'achat. On sait qu'elles étaient facilement atteignables, très probablement conditionnées au nombre d'apparitions. Je serais surpris que du coup elles ne soient pas levées et indépendamment de la question, on va dire, automatique et contractuelle. Je pense qu'on approche de la fin du championnat. On peut commencer peut-être à faire un premier bilan sur la saison de Morgan Sanson, sur son importance au milieu de terrain de l'OGC Nice, et puis sur ton souhait, si tu souhaites l'exprimer, de savoir s'il doit continuer à l'OGC Nice ou pas la prochaine saison, et si on doit en faire un des hommes de base de l'effectif. C'est vrai que son match a été bon hier. J'ai bien aimé son activité parce que autant défensivement qu'offensivement, il apporte par ses courses, par son placement et quand même une science du jeu que d'autres n'ont peut-être pas dans cet effectif. Sur son but aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que sur cette récupération haute, il n'a pas cherché à calculer et il est parti directement de manière verticale pour aller marquer ce but. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on n'aurait peut-être pas exploité aussi bien ces transitions-là. Donc ça aussi, je suis assez content de cette spontanéité qu'il a eue. Et puis voilà, globalement, un match vraiment accompli. Je pense aussi que sur le plan défensif, vu ce qu'il apporte, il permet aussi à Thuram d'être peut-être un peu plus libéré et plus offensif, et ça lui convient un petit peu mieux. Donc vraiment très content de son retour, et j'espère qu'il va nous faire une belle fin de saison pour clôturer tout ça. Et puis pour son avenir, c'est vrai qu'on n'a pas les conditions du prêt pour l'option d'achat. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui est fiable aujourd'hui, qui a de l'expérience, qui, sans être exceptionnel, t'apporte quand même un certain équilibre, un certain niveau de jeu, on va dire, assez régulier quand même. Et pour moi, même si tu es européen l'année prochaine, tu dois lever l'option d'achat et peut-être faire de Morgan Sanson, pas un homme clé de ton effectif, mais un homme sur qui tu vas compter et sur qui tu vas pouvoir t'appuyer, quelles que soient les conditions et les matchs qui se présentent à toi. Donc profitons-en. Je pense que sans être un crack comme on peut le voir un peu partout, je pense que c'est un joueur qui est très fiable, et c'est important d'en avoir comme ça dans l'effectif. Voilà, la colonne vertébrale, un peu d'expérience aussi, y compris européenne, hein, dans le vestiaire. Ça pourra éventuellement être utile selon les départs qui s'annoncent à l'intersaison. On vous en dira sûrement un peu plus, déjà au fur et à mesure des rumeurs mercato et puis des plans qui vont se préciser. Mais il y a, sans parler de grosses lessives de l'effectif, il y a quelques cadres qui sont prévus sur le départ, à voir si les offres arrivent, hein. C'est toujours le nerf de la guerre, de toute façon, le pognon en période estivale. Tu le mentionnais, Vincent, le bon match libéré, c'est le mot qu'on a choisi ensemble en préparant l'émission et que tu as repris à l'instant. Le match libéré de Khéphren Thuram, beaucoup critiqué cette saison. Encore une fois, je pense à raison, hein. On le fait pas par plaisir. En plus, je pense que on fait partie tous les trois des supporters qui apprécions plutôt, et surtout Vincent, Khéphren Thuram. Donc du coup, si on lui envoie un scud dans la tête, c'est pas par plaisir. Mais là, vraiment, hier, sur l'heure de jeu qu'il a joué, en fait, on a vu ce qu'on aimait de Khéphren Thuram. Alors, il n'a pas été décisif. Il fait cette très belle tête quand même. Vogo va sortir au ras du sol, mais en tout cas, c'était le bon geste. Il a provoqué, il a été juste techniquement, ce qui lui a peut-être manqué aussi ces derniers temps. En tout cas, on a vu l'envie d'aller en avant, et puis de porter le ballon et d'apporter le surnombre. Et en fait, c'est ça qu'on attend de Khéphren Thuram. C'est pas qu'il claque un doublé à chaque match ou qu'il soit un playmaker de génie, mais en fait, voilà, là, on a vu ce que sa palette technique pouvait apporter, ce que son sens du collectif, peut-être trop peu utilisé ces derniers temps, pouvait apporter. C'est encore largement insuffisant si on regarde toute la saison. Bien entendu, on va pas tout réécrire pour 60 minutes, mais entre ça et le fait qu'il était très certainement touché à la mi-temps et qu'il a fait un quart d'heure de rab le temps que Hicham Boudaoui s'échauffe pour pouvoir rentrer dans les meilleures dispositions, en fait, je sais pas vous, mais en fait, c'est ça que j'attends d'un joueur, à la fois d'un joueur de l'OGC Nice et d'un joueur de grand talent, c'est-à-dire faire le maximum pour que l'équipe soit dans les meilleures dispositions, et voilà, si ça rentre, tant mieux, et si ça rentre pas, au moins d'avoir fait son devoir et d'avoir joué à un niveau plus en rapport avec le potentiel qu'on lui connaît.
Tout à fait. Un vrai bon match de Kefren Turam, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Moi, j'ai trouvé aussi intéressant de l'autre côté du terrain. Il a pris des risques, il a tenté ses chevauchés qu'on lui connaît, il a tenté de jouer un peu avec ses vis-à-vis par le dribble, par la passe, tout ça. Il a tenté aussi de belles ouvertures, pas toujours très efficaces, mais au moins il était là pour proposer des choses. Et j'ai en tête deux, trois retours défensifs dans les pieds, des bons tacles dans les pieds l'orienté qui m'ont fait dire ok bah ce soir c'est un Kefren Turam des grands soirs, il manque la passe D ou le but, et il y a deux trois actions notamment en première mi-temps où il tente des frappes qui malheureusement donnent pas lieu à des buts, mais effectivement c'est le visage de Kefren Turam qu'on avait envie de voir. C'est le Kefren Turam qu'on sait qui est capable de faire beaucoup de choses. Malheureusement, par ses blessures, par sa jeunesse, par d'autres facteurs peut-être qui rentrent en compte et dont on n'a pas connaissance. Ça n'a pas été le cas cette saison. C'est donc globalement une déception sur l'ensemble de la saison, mais il faut reconnaître, parce qu'il a été beaucoup critiqué, et nous les premiers, hein, il faut reconnaître que hier c'était un vrai bon match, et j'espère, allez, il reste quoi? Il reste 4 matchs, 4-5 matchs. Ouais, 5 matchs. Voilà, il faut voir ce qu'Efren Turam à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison. Déjà pour l'OGC Nice, d'un point de vue égoïste pour le club, mais aussi pour lui, parce que s'il veut prétendre à un départ et à une belle offre cet été, il va falloir, et même peut-être une sélection pour les JO, qui sait, il aura tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour. Il a déjà perdu beaucoup de temps, il est temps de plus en perdre pour lui. Donc il a toutes les cartes en main pour nous permettre de faire une belle fin de saison et puis pour s'offrir un bel avenir. Vincent, on a toujours un goût de trop peu hein, avec Kefren Turam, parce qu'on sait ce dont il est capable, et en fait, on a peut-être du mal aujourd'hui à se dire est-ce que on en a trop attendu, ou est-ce que c'est lui qui plafonne chez nous et qui mérite d'aller voir ailleurs un peu plus haut pour s'épanouir dans un contexte peut-être plus exigeant et où il sera mieux entouré, ou est-ce qu'au final il a d'immenses qualités athlétiques et techniques qu'il n'exploitera jamais totalement. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, il a 23 ans. On sent que on arrive au bout de quelque chose avec l'OGC Nice, où il est quand même là depuis déjà longtemps. Comme le dit Alric, là, ce qu'on attend de Kefren Turam, c'est que sur les 5 matchs qu'il reste, il nous fasse des performances comme il a pu faire hier soir. Ça sera peut-être pas récompensé statistiquement, mais voilà, qu'il apporte le maximum qu'il peut apporter à l'équipe, qui voilà, montre qu'il veut bien également aussi. Et c'est peut-être en quelque sorte, même si j'aime pas l'expression, le facteur X qui fait que tu réussiras peut-être des résultats face à des plus grosses équipes que toi sur cette fin de saison, et c'est ce qui fera peut-être en partie la différence entre une 4e et une 7e place. Ouais, franchement, son match hier a été bon, comme disait Alric. Il était impliqué défensivement, offensivement, et ça fait plaisir de le voir comme ça après des semaines où on le sentait un petit peu emprunté, en manque de confiance, peut-être un peu limite physiquement aussi. Hier, il y avait beaucoup de fraîcheur, beaucoup de bonnes intentions, techniquement juste, et ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là, parce qu'avec ses prises de balles et sa faculté à percer les lignes adverses, ça fait un peu reculer le bloc adverse, ça libère des espaces à Boga, ça permet de jouer des combinaisons, des 1 contre 1, et ça c'est vraiment important, et je pense que ça peut être ce facteur X de cette fin de saison-là. Maintenant, sur son niveau, c'est vrai que sur la saison globale, euh, il a été en difficulté, à l'image de notre milieu de terrain. Je pense qu'il a été irrégulier et pas au niveau de ce qu'on peut attendre de lui. Mais je pense aussi que ce que met en place Farioli correspond peut-être pas totalement à son profil. On sait, hein, Thuram ne brille pas forcément par la passe, mais brille davantage par les projections, par la percussion balle au pied. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ah, franchement, en statistique en tout cas, et même l'impression visuelle que j'ai, c'est que les différences qu'il fait, c'est davantage par la course, par le dribble, que par la passe. En tout Ouais, mais cas, ça veut pas dire qu'il n'en est pas capable. Moi, j'ai des souvenirs quand même non, de la non, saison dernière avec Digard où il y avait des passes D. Il avait pas mal de passes D parce qu'il savait trouver les ouvertures. L'entente oui, avec Amine Gouiri, hein, bon, qui était particulière du coup, et qui
Ouais, Mais regarde, sa meilleure version, Thuram, les meilleurs matchs qu'il a fait chez nous, c'était sous Galtier, dans un système qu'il mettait totalement en valeur parce que c'était basé sur de la verticalité, sur de la projection, et ça correspond totalement à ces qualités-là. Et je pense vraiment qu'en quittant l'OGC Nice cet été, si c'est le cas, en trouvant un point de chute, je ne sais pas où, hein, peut-être en Première Ligue, peut-être en Italie, je pense que voilà, avec un plan de jeu qui met davantage en avant ses qualités qu'il peut avoir, on pourrait avoir un joueur de très bon niveau. J'aurais aimé voir ce que ça aurait donné avec un autre coach que Farioli, pour son cas personnel en tout cas. Mais voilà, j'espère que sur la fin de saison, en tout cas, il va se montrer vraiment au niveau comme il a pu l'être hier, et ça peut être vraiment le facteur X de cette équipe pour aller chercher l'Europe. Donc voilà, des joueurs de talent, on n'en a pas énormément, et quand ils sont là et quand ils ont de quoi faire changer les matchs, faut espérer qu'ils nous en fassent profiter. Là où je suis d'accord avec toi, Vincent, c'est que effectivement la principale qualité d'un Khéphren Thuram, hein, c'est cette faculté à se projeter très vite vers l'avant, sa capacité d'élimination des joueurs, sa capacité à jouer dans les petits espaces également, même si des fois il en fait trop et il y a ces pertes de balles frustrantes, mais on n'a pas beaucoup de joueurs, je trouve, qui arrivent à éliminer et à sortir d'une nasse de 2-3 adversaires comme il a pu le faire, et notamment hier soir où il a plutôt été en réussite là-dessus par rapport à des dernières semaines très compliquées. C'est pas, comme on le disait, un playmaker et un joueur qui va te trouver des circuits de passe extrêmement précis, on va dire, ou improbables. Mais je trouve que ce qu'il a perdu par rapport à notamment l'époque où il pouvait combiner avec Amine Gouiri, mais pas que, je trouve que il a perdu cette capacité à s'insérer dans le liant en réalité du reste de l'équipe et notamment du gym en phase offensive. Après, tu le rappelais, je pense que ça fait partie des nombreux joueurs de talent que l'on a et dont le profil n'est pas franchement en adéquation avec les préceptes de jeu portés par notre entraîneur. Et c'est, je pense, même si ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, une grosse piste de réflexion que doit avoir le board, et notamment Florent Ghisolfi, de se dire si on décide de continuer de faire confiance à Francesco Farioli, et ça on le saura dans les prochaines semaines, trouver peut-être des joueurs qui sont plus en adéquation avec son style de jeu, puisque là on en a plein et je pense qu'on peut en citer des tas, et qu'on l'a fait tout le reste de la saison, des joueurs qui étaient pas exploités au maximum de leur potentiel, même si encore une fois ça n'excuse pas tout, et notamment des questions d'investissement et de concentration. Un joueur sur lequel on a envie également de revenir et qui est buteur, c'est Jérémy Boga. Alors voilà, on peut dire encore une fois de façon très dramatique, est-ce que c'est pas un peu le grand pardon d'un Jérémy Boga qui avait été assassin devant le but à Reims? Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Finalement, là, il marque un but qui est plus compliqué, difficile. voilà, qui est plus compliqué à inscrire, hein, parce qu'il il revient sur son autre pied, il est quand même excentré, et il y a du monde devant le but, y compris un de ses coéquipiers. Mais voilà, c'était bien, je pense, pour lui, et notamment pour la tête, que rapidement on évacue cet épisode rémois, qui reprenne le chemin défilé. Et puis globalement, au-delà du but, de la stat, on a vu un des bons matchs de Jérémy Boga. Alors, les plus pessimistes pourront dire oui, c'est le match sur 3 ou le match sur 5 où on voit ce qu'il peut apporter. Mais en tout état de cause, hier, moi, j'ai vu la version que j'aimais bien de Jérémy Boga, que j'aime beaucoup même, qui provoque, qui élimine, qui a une certaine qualité de centre, qui prend un peu ses responsabilités, qui prend sa chance. Il est récompensé par un but. Encore une fois, je pense que ça fera du bien à la tête de ne pas rester sur son échec du match précédent. Donc voilà, moi j'avais aussi envie de m'enthousiasmer sur Jérémy Boga aujourd'hui. Je vais pas coller l'étiquette de Factor X à tout le monde, et de toute façon Jérémy Boga, je pense que c'est un des points fixes dans la saison pour l'analyse de notre attaque. Quand il est en forme, bizarrement, l'attaque, il y a plus d'espace, ça fonctionne mieux, il y a une meilleure cohésion entre nos éléments offensifs, et les matchs où il a la tête dans le seau, et ça manque cruellement de créativité et de mouvement. Il y a Mohamed Ali Chaud qui, depuis le mois de janvier, peut prendre le relais, mais globalement, ça a été un peu c'était un peu le thermomètre de la santé de notre attaque, Jérémy Boga. Et hier, il fait un bon match, et notre attaque, peut-être pas en totalité, mais en tout cas, est récompensée par 3 buts. J'ai du mal à y voir une coïncidence. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la prestation de notre ailier.
Moi, je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit. Par contre, bah, je serais peut-être un peu moins dithyrambique que toi sur son match. Alors, il fait un bon match, mais en fait, il fait ce qu'on attend de Jérémy Boga. Il fait pas plus. Et moi, je l'ai pas trouvé transcendant non plus. Peut-être parce qu'en fait, c'est dû aussi à la faiblesse de l'adversaire. Hmm. Au moindre crochet, on se dit, ouah, il a passé le défenseur, il va se mettre en position de danger. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a personne en face. Donc, il a fait ce qu'on attend de lui. Je veux dire, moi, je suis toujours aussi, pour prendre un point de comparaison, je suis un peu plus satisfait de ce que propose Mohamed Ali Chaud. Je trouve par exemple Mohamed Ali Chaud beaucoup plus virevoltant, beaucoup plus. Il m'enthousiasme un peu plus. Là où Jérémy Boga, eh ben, c'est bien, mais on sait qu'il peut faire mieux. Moi, j'ai en tête deux, trois choix où je me dis, ah, punaise, il y a toujours un truc qui va pas. Ça commence bien et ça finit pas toujours. Après, sans nous auto-fraguer, si c'était pas le cas, il serait pas à l'OGC Nice non plus. Hein. Enfin, Ah oui, non, c'est sûr, s'il était meilleur, il serait pas chez nous. voilà. Après, petite anecdote. Meilleur, je sais pas, mais s'il était constant en tout cas dans les plus beaux matchs qu'il a pu faire cette saison, il serait pas revenu en France et Ah oui, non, revenu à Nice. Mais... c'est certain. Après, petit fun fact que j'ai noté hier et qui m'a fait un peu rire, même si lui ne devait pas beaucoup rire, c'est que bon, on lui montre les gens de Prime Video, les journalistes de Prime Video lui montrent son but de hier soir et on dit ah vous avez mis un beau but, bon il y a peut-être hors-jeu, il y a certainement hors-jeu d'ailleurs, mais de Mofi, mais bon vous avez marqué un but, machin truc et tout, et juste derrière il lui montre son raté de Reims de la semaine dernière. C'est un peu des bâtards quand même. Hein. Voilà, et il dit ouais, non, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était compliqué, vous avez vécu comment ce raté? Il dit bah, j'étais un peu dégoûté, quoi, donc, parce que bon, la cage est vide, quoi. Et il dit je sais que j'ai pas fait le bon geste, la cage est vide, j'aurais dû faire beaucoup mieux. Ouais, en fait, il s'est résumé en une seule phrase. Je sais que j'aurais dû faire beaucoup mieux. Et ce qu'il a fait hier, bah, il l'a fait parce que il en est capable, mais parce que l'adversaire était faible. Moi, ce que j'attends de savoir, c'est la semaine prochaine, enfin mercredi contre Marseille, prochainement à Strasbourg. C'est est-ce qu'il va pouvoir répéter ça? Parce qu'en fait, c'est le gros point noir de Jérémy Boga, c'est sa constance. Donc moi, s'il montre ce qu'il a montré hier jusqu'à la fin de la saison, c'est un peu comme Thuram, bah, ça m'ira très bien. Mais j'ai pas été transcendé par ce qu'il a fait hier. Il l'a fait parce qu'il savait le faire et qu'il pouvait pas faire autrement. Vincent, c'était la bonne version de Jérémy Boga. Quand on fera les comptes en fin de saison, on verra si ça a été suffisant ou non. En tout cas, c'est son 5e but en Ligue 1, ce qui est quand même pas déconnant comme stat quand tu vois globalement notre attaque et les stats de tous les joueurs sur ce plan-là. Il y a eu le mois de Cannes en plus où il a été absent et dont il a dû revenir, quelques petits pépins physiques également. On en attend plus, mais bon, enfin voilà, on attend plus de tous les joueurs quasiment. Hein. De toute façon, cette saison, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trop fait avancer le débat, mais sur sa performance d'hier, déjà, on va peut-être essayer de se focus là-dessus. Il a apporté à la fois, je trouve ce petit désordre, cette désorganisation du bloc adverse, mais je l'ai également trouvé, et c'est peut-être là où je m'enthousiasme un peu plus que d'habitude sur son match, je l'ai trouvé plus précieux dans la construction collective, notamment dans son entente avec Melvin Barr. Voilà, ça me permet de placer Melvin Barr Fallait le discretos en placer plus aussi, hein, dans l'émission, voilà. Mais non, mais blague à part, c'est un peu en fait, même si c'est dans un registre très différent, ce que j'ai bien aimé du match de Kefren Turam, c'est-à-dire qu'en plus qu'il assume un peu plus son statut et qu'il se De sent un Boga, peu tu veux dire. non, mais justement, je compare un peu la même impression de Thuram et Boga, c'est-à-dire que ils ont fait quelque chose de plus en rapport avec leur statut et leur talent, et en plus de ça, je trouve que c'était un peu mieux huilé collectivement. Et c'est au-delà du fait qu'il a dribblé des plots et il s'est éclaté, comme tu pouvais le dire, Alric, face à pas grand monde. Je trouve qu'en fait, même dans l'intelligence collective, ça a été un peu supérieur au match où il était juste dans la création de désordre. Je sais pas ce que Vincent en pense. Ouais, moi j'ai aimé son match globalement. Hein. Comme tu dis, à la construction, il a été bon, que ce soit sur les relances en partant d'en bas, où il a quand même su se rendre disponible, jouer quelques relais avec Melvin Barr et Kefren Turam. Donc important à ce niveau-là, et surtout important dans les 30 derniers mètres, où même s'il y avait souvent des prises à 2 contre 1 sur lui, il a su faire reculer ses vis-à-vis, il a su aussi créer du danger en venant jouer les 1 contre 1, en dribblant et en cherchant des axes de centre ou de frappe.
Donc non, un match intéressant, récompensé par un but. Après, comme dit Alric, on peut se dire qu'il peut faire un peu plus. L'adversité était pas non plus immense, mais voilà, un bon match, c'est ce qu'on attendait, on va dire, de sa part sur un match comme celui d'hier. Maintenant, à lui de nous prouver qu'il est capable de faire ça contre Marseille, Strasbourg et tous ceux qui suivent d'ici la fin de saison. Parce que c'est un de tes meilleurs éléments offensifs en termes de talent. Et je pense qu'avec de la régularité, s'il arrive à en avoir sur cette fin de saison, ça peut devenir très intéressant pour l'attaque du gym. Alric, tu le disais, on va faire le débat, non-débat sur le hors-jeu ou non de Terem Moffi, hors-jeu passif, pas tant passif que ça sur le but de Jérémy Boga. Bon, toi, très clairement, il y a hors-jeu. Ah oui. Moi, je comprends pas comment ça se siffle pas, effectivement, surtout contre nous. Enfin, c'est assez étrange parce que, bah, oui, il est quand même bien sur la trajectoire du ballon et je pense que il gêne en partie, si ce n'est le défenseur qui accompagne le ballon au fond du but, peut-être même le gardien, qui, bon, Mbogo, je pense, aurait été battu, mais en tout cas, il est quand même bien sur la trajectoire du ballon, Terem Moffi. Vincent, pour toi, est-ce que réglementairement, moi, enfin, surtout que apparemment du stade, j'ai pu comprendre que ça a été checké, mais c'est pas le trio arbitral n'a pas décidé de revenir là-dessus. Tant mieux pour nous. Ça nous permet de faire le break et de s'acheter un peu de tranquillité. Trop rare cette saison, mais c'est un peu perplexifiant comme décision. Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous pour le coup. D'accord, bah dis-nous alors. Bah en fait, pour moi, les hors-jeux de position comme ça, c'est souvent sifflé quand l'attaquant gêne le gardien, du moins le champ de vision ou la possibilité d'intervenir. Là, en l'occurrence, Mvogo était devant Boga, Moffi était proche de la ligne, mais du coup n'interférait en rien avec Mvogo. Il y a Touré Non, qui mais revient. il doit gêner Alors, le défenseur derrière lui, par contre. ouais, mais est-ce qu'il se met vraiment en travers de sa course? Je suis pas sûr. Enfin, j'ai pas quand tu vois le ralenti, j'ai pas l'impression que Touré est gêné par Moffi, tu vois, dans sa course. Non, s'il il a le temps d'aller mettre une méga patate dans le ballon, tu le vois Voilà, dans le et but. je le vois pas, je vois pas Moffi faire obstruction, quoi que ce soit. En plus, il se décale pour être sûr de pas toucher le ballon et que ça rentre. Bon, après, enfin, pour moi, voilà, tu peux siffler hors jeu si tu veux dans le fond, mais je trouve pas ça scandaleux que le but ait été accordé. Et enfin, voilà, j'ai un avis que, que ce but, pour moi, devrait être accordé dans le sens où il n'y a pas de gêne du gardien et du défenseur en particulier. Ça n'a pas un Même les impact. Lorientais, je les ai pas vus beaucoup se plaindre, quoi. Ça n'a pas un impact direct sur le jeu. Moi, je m'interroge un peu sur l'impact que ça peut avoir sur la prise de décision de Mvogo, de se dire il y a un autre joueur qui est certes pas qui n'interagit pas physiquement avec lui directement, qui ne le gêne pas, mais qui peut à tout moment altérer la course du ballon. Bon, heureusement, il l'a pas fait parce que sinon il y aurait effectivement eu hors-jeu de position Ah, sifflée. s'il la touche, c'est hors-jeu. Ça, bien entendu, mais voilà, je me demande un peu de l'impact que ça peut avoir sur la fraction de seconde où Mvogo doit prendre la décision. Après, la frappe est tellement maîtrisée et bien placée, celle-ci, que je suis pas sûr qu'en fait, au final, ça aurait changé quelque chose sur l'issue, c'est-à-dire que le ballon soit au fond. Mais bon, du coup, je pensais pas de débat, mais un autre avis éclairant voilà, En qu'on fait, qu'on reçoit tout à fait. ça en dit long sur le manque d'uniformisation, enfin d'uniformité sur des décisions. Je suis Ah, certain c'est ça. je suis certain que ce week-end, t'as une autre action similaire comme ça. La décision peut être tout à fait autre. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller chercher bien loin. Récemment, il y a eu un match au Stade Vélodrome, je crois. Marseille-Paris, je crois. Il y a une action comme ça. Le but a été refusé. Je veux dire, Oui, c'était but d'Aubameyang ou je sais plus, un truc comme ça, non? oui, un truc comme ça. Le but a été refusé. Mm. La situation est similaire, voire identique. J'ai plus trop en tête, mais Bah, la question, c'est justement similaire ou identique. Et le problème, c'est que tu as autant de situations possibles, vu que la position des joueurs sera jamais la même, l'angle de frappe sera jamais le même. Donc, C'est de l'interprétation. ça, malheureusement, voilà, c'est ça. on est toujours sur l'interprétation. En tout cas, voilà, on est content d'aujourd'hui pas s'être fait bananer par l'arbitre. C'est déjà ça. Après, chacun se fera son avis. La preuve, on en a au moins deux différents dans l'émission, mais c'est le but aussi de ne pas faire de monologue tout seul, podcast d'1 heure où je donnerai que mon propre avis. Bon, en tout cas, je pense que là où on sera d'accord, c'est que c'est probablement l'action où Terem Moffi était le plus dangereux. Ah, il a été décisif, hein, Du match. Voilà, c'est l'action où il a été le plus décisif en n'intervenant pas. Parce que, mon Dieu, sur le reste du match,
Alors, on va commencer tout de suite, même si je pense que les amoureux de Terem Moffi n'écoutent plus cette émission depuis très très longtemps, on va pas se mentir, mais je pense qu'on va quand même un peu aussi pondérer tout de suite les propos qui vont venir en disant oui, c'était clairement pas un match, vu que la profondeur n'existait pas trop, c'était peut-être pas un match pour que Terem Moffi s'exprime au mieux. Par contre, moi j'ai trouvé que déjà, bon, bah, techniquement, on découvre pas de joueur. Putain, il y a quelques contrôles quand même, ça fait passer un petit coup de froid dans les tribunes. Et je trouve que, alors que je disais que pour Kefren Turam et Jérémy Boga, j'avais apprécié leur utilité dans le collectif et dans la construction des actions. Moi, je pense que Moffi, il en a sabordé une certaine quantité quand même, avec je le disais, hein, des imprécisions techniques ou allez, on va dire des mésententes plutôt que des mauvais choix, parce qu'on va pas lui imputer toute la responsabilité non plus. Mais là, vraiment, ça a été un match compliqué. Je crois avoir lu dans la presse spécialisée que c'était de toute façon le Niçois le moins bien noté de la rencontre. Moi, en fait, allez, j'ai même pas envie de refaire un débat sur Terem Moffi, parce que ça va être à charge, et je pense que ce qu'on avait à dire sur lui, on l'a déjà dit, même si je vous invite à rajouter tout ce que vous pourriez avoir à dire de plus. Mais en fait, quand on voit l'entrée d'Evan Guessant derrière, son but, son action où il ajoute peut-être un peu trop solo, et où malheureusement ça nous prive peut-être ça le prive peut-être d'un doublé, ou nous d'un quatrième but. Mais au-delà d'hier soir, c'est une réflexion qu'on a notamment dans cette émission depuis plusieurs semaines. Moi, j'arrive plus à comprendre pourquoi en fait ce n'est pas Evan Guessant, auteur de son Mais cinquième on le but, sait, hein. ça. Enfin, alors laisse-moi reposer la question différemment. Je ne comprends plus sportivement pourquoi ce n'est pas Evan Guessant en fait qui est titulaire qui est titulaire à la pointe de l'attaque de l'OGC Nice. Je veux bien comprendre qu'aujourd'hui tu décides de jouer avec deux ailiers offensifs, Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud, vu que les performances et je pense surtout l'avenir de Gaëtan Laborde à l'OGC Nice sont en grande interrogation. Mais voilà, là, j'ai vraiment l'impression que tu forces avec Terem Moffi, alors que tu as une meilleure alternative sur le banc. Si tu n'avais personne, comme peut-être la raison des titularisations de Gaëtan Laborde sur la phase allée en attendant le recrutement de Mohamed Ali Chaud, mais là, tu as un jeune joueur formé au club qui t'a rendu des services, y compris dans des très gros matchs, qui au final, niveau but, ouais, il est peut-être à la moitié des buts de Terem Moffi, mais lui, il n'a pas mis 3 ou 4 sur penalty. Moi, je trouve que l'écart sportif entre les deux se réduit vraiment de semaine en semaine. Et niveau compatibilité avec les exigences tactiques du coach et utilité dans le collectif, il n'y a pas photo. C'est vraiment à l'avantage d'Evan Guessant. Alors qu'en début de saison, tu te dises t'es un prétendant à l'Europe, jouer avec Evan Guessant en pointe titulaire, c'est pas nécessairement ton standing peut-être. Moi aujourd'hui, encore une fois, hein, si tu t'en tiens strictement à une hiérarchie sportive et à à un intérêt sportif supérieur du club, je comprends pas que tu continues à t'obstiner toutes les semaines avec Terem Moffi. Encore que là, peut-être à la faveur du match en semaine qui s'attend, on a eu la chance de pas le voir 90 minutes, c'est déjà bien, et ça a permis à Evan Guessant de marquer ce troisième but. Non, mais sans rentrer 3 heures dans le débat justement sur Terem Moffi, je vais être très clair. Il a été horrible. Il a été horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Il est horrible, ce joueur. Parce qu'il ne sait pas se servir de son. Mais le mec, il fait 1m90. Il doit faire 95 kilos. C'est une armoire à glace. Il ne sait pas se servir de son physique. Il joue pas de son corps quand il est dos au but. Il prend aucun ballon de la tête quand il faut jouer les duels. Le contrôle de balle, je le dis chaque semaine, hein, mais j'ai une meilleure conduite de balle que lui. C'est indéniable. Il n'a pas d'occasion. Je crois en plus hier soir, je crois qu'il tire pas au but. C'est horrible. Et puis on disait oui, c'est un bloc bas, il a pas eu de profondeur. Il a eu une action en profondeur en fin de match, enfin avant sa sortie. Il a 3 temps de retard. Le mec, au moment d'accélérer, il dit oh putain, faut que je cours. Non, il est horrible, ce joueur. Il est horrible. Et typiquement, l'action de but de Evan Guessant, où il est dos au but, il se retourne et il place une petite frappe petit filet. Moffi, jamais il aurait tenté ça. Et pire que ça, s'il l'avait tenté, il aurait jamais réussi à le faire. Parce qu'il est tellement lourd, il est tellement pâteux il est incapable de faire ce truc-là techniquement. Non, c'est horrible. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on sait pourquoi Terem Moffi il est titularisé, parce que j'allais dire oui, mais parce qu'il faut le montrer pour le vendre. Mais en fait, en disant ça, je réalise que c'est une bêtise, parce que si tu montres ça de Moffi pour essayer de le vendre,
mais en fait, tu vas pas le vendre, ou tu vas le vendre pas 30 millions ni 25, tu vas le vendre de 12 millions. Parce qu'en fait, il perd en valeur match après match, Terem Moffi, hein, en jouant comme il a proposé hier. Non, c'est une blague. Et très clairement, c'est incompréhensible de ne pas voir Guessant sur le terrain. Surtout qu'en plus, je reste persuadé, en y réfléchissant, que 3 profils très virevoltants sur le fond de l'attaque, ça peut créer quelque chose de très très sympa avec Mohamed Aïcho et Jérémy Boga. Bon, au-delà du fait que Alric a décidé de détruire Terem Moffi, c'est son droit le plus strict, et en plus c'était argumenté, donc nous, à partir de là, il n'y a pas de souci. Vincent, est-ce que, comme Alric, je pense, a justement terminé son intervention, est-ce qu'en fait, Evan Guessant n'est pas juste plus compatible? Alors, moi, je disais déjà avec le fariolisme, mais aussi tout simplement avec ses coéquipiers qui sont alignés sur le terrain et dont on sait que, sauf blessure particulière, les titulaires jusqu'à la fin de saison, ça sera Jérémy Boga et Mohamed Aïcho sur les côtés. Parce qu'en fait, Evan Guessant, par sa disponibilité dans la construction du jeu, par peut-être même sa possibilité de permuter avec ses coéquipiers sur le front de l'attaque, et je pense, malgré tout, même si il reste limité à mon goût et que je m'interroge encore sur ses perspectives vraiment d'évoluer, d'atteindre un plus haut niveau, je pense que techniquement, il est quand même plus juste aussi que Terem Moffi, qui, à la construction du jeu, peut être utile. Devant le but, est-il vraiment plus maladroit? Je ne sais pas. Vraiment, je te pose la question, pas uniquement par plaisir de bâcher Terem Moffi, mais de dire, là, moi, sportivement, j'ai vraiment l'impression qu'on se prive d'une opportunité d'aligner un joueur qui est non seulement est plus en forme, meilleur, je ne sais pas, donc restons plus factuels, plus en forme, mais qui surtout, moi, me semble plus utile au collectif niçois. Moi, c'est très clair pour moi. Aujourd'hui, Terem Moffi n'est pas adapté à ce que demande Farioli. C'est pas du tout le profil qu'il faut pour jouer en remise, pour jouer en appui, pour aussi sur les longs ballons être présent à la tête. Terem Moffi, c'est un attaquant qui a besoin d'espace, d'exploiter des transitions, d'exploiter la profondeur. Dans des matchs comme hier, comme disait Alric, il n'y a eu qu'une occasion où il a pu le faire, mais à part ça, tu l'as trouvé uniquement dos au jeu, et techniquement, c'est trop faible pour réaliser des enchaînements comme ça, des jeux en une touche, des contrôles orientés sur tournée, orientés de jeu. C'est pas son style, c'est pas ses qualités, et ça ressort grandement dans ce style de match. Maintenant, Moffi, j'aimerais bien peut-être le voir, tu vois, mercredi face à Marseille, parce qu'il y aura peut-être plus d'espace, peut-être plus de transitions à exploiter, et dans ces conditions-là, ça peut être très intéressant, comme on l'avait vu face au PSG en début de saison. Donc voilà, mais après, je vous rejoins totalement sur le fait que pour moi, Guessant est totalement meilleur, globalement beaucoup plus complet en tout cas que Terem Moffi, parce qu'il a cette capacité à jouer dos au jeu, à servir de point d'appui, à remiser, mais aussi à prendre le ballon. Il a quand même une conduite de balle intéressante globalement pour faire progresser le jeu et amener un petit peu de danger en décrochant. Donc aujourd'hui, avec ce que demande vraiment Farioli, je pense que Guessant correspond davantage. Et ça se ressent, hein. De toute façon, il y a une relation naturelle qui se fait avec Boga et Shaw, qui est quand même beaucoup plus sympa à voir. On sent qu'il y a envie de combiner entre eux, qu'il y a l'envie d'aller de l'avant, et de se servir de Guessant comme un point d'appui pour ensuite enchaîner sur les ailes. Donc comme vous le dites, comme vous l'avez dit, moi c'est clair qu'on doit finir la saison, en tout cas sur les matchs par exemple face à Strasbourg ou Le Havre, avec Guessant titulaire, parce qu'il pèse plus sur la défense, et tout simplement il montre plus en moins de temps de jeu, donc ce serait légitime. J'allais te dire, si on caricature, si on force un peu le trait, et que si on attendait que Francesco Farioli soit peut-être un peu plus on va dire polyvalent tactiquement, un peu plus courageux peut-être, si je peux oser le mot. Est-ce qu'en fait on ne devrait pas aligner Evan Guessant titulaire face à des équipes où l'OGC Nice va devoir faire le jeu? Et tu les as cités, hein. Bon, il y avait Lorient hier soir du coup, mais qui nous attendent encore des équipes comme Strasbourg ou comme Le Havre. Et est-ce que Terem Moffi, puisque de toute façon va devoir être titularisé et avoir du temps de jeu, quelle que soit la raison, lui devrait pas être peut-être davantage préservé, soit pour des fins de match, parce que peut-être qu'il peut peser sur des défenses fatiguées, et surtout face à des équipes où on risque de davantage jouer en contre, et au final
les meilleurs matchs de Terem Moffi sous nos couleurs, à l'exception peut-être du match aller face à Bâle, mais en tout cas en championnat, c'est face à des équipes où on a réussi à jouer en contre et à exploiter des faiblesses comme ça, et on risque d'en avoir 3, tu le disais, d'ici la fin de la saison, entre Marseille, Paris et Lille. Est-ce que ça serait pas finalement un bon compromis dont on s'est privé jusque-là depuis le début de la saison, peut-être pour des raisons de volonté de continuité, de respect de statut, je sais pas très bien, mais là, sur les 5 matchs qui restent, est-ce que ça serait pas exploiter au final le maximum du potentiel de ces deux joueurs et de l'effectif d'arriver à ce compromis? Ouais, je suis pas sûr, hein, personnellement. Vincent? Moi, je dis pas que c'est un compromis, mais en tout cas, je pense que si tu te dis que tu vas exploiter des transitions dans les matchs où il y a plus d'espace, dans ce cas-là, un Terem Moffi est peut-être plus adapté. En tout cas, plus adapté que face à un bloc bas. Après, Guessant est aussi capable de faire ce job-là, hein. Il y a pas de limite à ce niveau-là pour lui non plus. Mais comme tu vas devoir quand même faire jouer les deux à un moment donné, je pense que ça peut être travaillé. Et puis, moi, je reste quand même persuadé à terme que peut-être les deux alignés en même temps dans une attaque à deux, ça aurait pu être sympa à voir aussi. Mais bon, c'est pas le plan de jeu de Farioli, donc ça n'arrivera pas cette saison. Mais en tout cas, ça aurait eu le mérite d'avoir lieu. Bon, c'était notre débat sur l'attaque de fin de saison. Sur les côtés, je pense que la messe est dite, notamment pour Gaëtan Laborde et pour Aliou Baldé, même si on avait eu le plaisir de le voir apparaître un peu plus ces dernières semaines. Le poste de numéro 9, je pense, posera question jusqu'à la dernière journée, mais il y a moyen de donner du temps de jeu à tout le monde, et je pense de rendre globalement l'OGC Nice meilleur. On espère que notre coach essaiera, même si, bon, on va pas se mentir, hein, il a dû y penser, il a peut-être même dû travailler là-dessus à l'entraînement et en vidéo, donc il a sûrement d'excellentes raisons de ne pas faire ça, voilà, qui nous échappe à notre niveau de supporter lambda. Je vous propose, messieurs, de clôturer la page du match face à Lorient. On aurait pu dire quelques mots sur notre défense. Encore un clean sheet pour Marcin Bulka. C'est le 16e, je crois qu'on est la 2e équipe en Europe après l'Inter de ce côté-là. Bon, j'ai pas envie de parler de Jordan Lotomba. Je vais utiliser mon droit de censeur après ce match-là, parce qu'on va essayer de pas en parler d'ici la fin de la saison. Une défense qui après globalement a été performante jusqu'à Pablo Rosario au milieu de terrain, mais on le disait tout à l'heure, projetons-nous plutôt sur la suite, sur ces 5 derniers matchs. L'OGC Nice, du coup on le disait, est 5e et restera 5e avec les résultats du reste de la journée de toute façon. À voir dimanche soir si en fait on est plus près de la 4e ou de la 6e place. Ça conditionnera peut-être après les ambitions pour les matchs à venir, mais en tout cas, messieurs, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a toujours notre destin entre nos pieds malgré la difficulté du calendrier. On rappelle, hein, voilà, Marseille, Paris et Lille notamment comme très gros morceaux. On sait que ne serait-ce qu'en faisant des résultats face à Strasbourg et face au Havre, il y a des fortes chances qu'on soit européen. Reste à voir laquelle de ces compétitions européennes, et surtout reste à voir, et ce sera notre dernier micro-débat, on va dire, l'impact de la modification du calendrier sur les performances de l'OGC Nice en fin de saison. Alors, admettons qu'on soit très content d'avoir des clubs français qui performent en Coupe d'Europe et qui atteignent des demi-finales européennes. Admettons. Admettons, moi je pense qu'en fait le seul club pour qui j'aurais été content, c'est le seul qui est pas en demi-finale. Mais bon, c'est un autre débat. Mais admettons ça, et que ça soit dans notre intérêt futur. Bon, notre intérêt futur, hein, parce que nous l'année dernière, pour jouer notre quart de finale, on a dû se démerder et faire un déplacement à Brest entre-temps. Hein. Bizarrement, cette solution-là, ils n'y avaient pas pensé quand c'était l'OGC Nice, le dernier club concerné par la Coupe d'Europe. Bizarre. Mais pour faire un petit point calendrier, donc nous allons jouer en semaine, là, à Marseille, dans l'idée de favoriser leur qualification acquise face au Benfica, et puis le match à la maison, qui devait être l'avant-dernier face au Paris Saint-Germain, devient le dernier et vient s'intercaler entre le match au Havre, avancé d'une journée au 10 mai, Paris ce sera le 15, et le dernier match à Lille, ce sera le 18. Du coup, messieurs, moi, je suis à la fois partagé dans le sens où ça me fait chier que mon club soit une serpillière, déjà, mais ça c'est purement pour le principe égo et institution, que en fait on n'est certes pas le seul concerné, mais au final on a été le plus concerné niveau calendrier, et on s'en fout de savoir si ça chamboule les équilibres pour la course à l'Europe, mais voilà, ça tombe sur nous, quel grand hasard. Également le fait que jouer face à
jouer face à Paris juste avant de jouer à Lille, c'est quand même ça, avoir une fin de championnat particulièrement compliquée avec peut-être les deux des équipes les plus en forme du championnat en ce moment. Mais je me dis aussi, tu joues Paris au moment où ils seront très certainement déjà champions et soit en roue libre puisque éliminés en demi-finale, soit la tête focus sur leur finale de Ligue des Champions. Est-ce que on peut pas se dire qu'ils vont envoyer, si ce n'est une équipe C, une équipe qui de toute façon n'en aura pas grand-chose à foutre et que ce déplacement, même s'il fait mal à l'ego, pourrait finalement ne pas avoir tant de conséquences sportives que ça. On ne pourra le dire qu'après, mais on va dire que sportivement, j'ai peut-être un peu de mal à voir de la même manière que le déplacement du match face à Marseille nous a permis de récupérer un effectif quasi complet. Qu'est-ce que vous pensez de ces nombreux reports auxquels on a eu droit ces dernières semaines? Moi, je trouve que c'est particulier quand même d'avoir un calendrier qui est toujours bien défini et puis qu'on module un peu à l'envie de chaque club au fur et à mesure de la saison. C'est déjà le deuxième match contre Paris qu'on nous déplace. Alors oui, on va nous dire oui, mais l'année prochaine, si vous jouez la Coupe d'Europe, vous jouerez tous les 3 jours et vous y serez contraint. Ok, pas de problème. Sauf que finalement, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre quand même qu'on accepte. En fait, c'est un peu ça qui me frustre, c'est qu'on accepte sans se rebeller un petit peu en disant Alors ouais, ça on sait pas, hein, le club, tu es bien placé pour savoir que le club te dirait c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne fait rien, mais en tout ouais, cas, c'est vrai, c'est vrai. en tout cas le résultat est que on a peut-être gratté une journée en avançant le match face au Havre pour avoir un peu plus de repos. En plus, ça libère le samedi soir, il y a l'Eurovision. Hein, je vous rappelle que tous les ans, je joue sous l'AVEC sur X, Ouais, préparez-vous. bon, ok, d'accord. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet. Mais oui, voilà. Enfin, on sait pas ce que le club a pu avoir comme réaction, mais en tout cas, bon, pas très efficace. Mais pour toi, c'est davantage du coup le principe que l'impact sportif qui te dérange. Bah ouais, moi j'en ai un peu marre qu'à chaque fois on prend, on déplace, on truc, on machin, ça fait des gros blocs de matchs qui ressemblent pas à grand chose. Mais en même temps, comme tu disais, je suis un peu partagé parce qu'effectivement, si tu veux prétendre à jouer au haut niveau, il faut que tu saches enchaîner les matchs. Peut-être que le meilleur moyen de voir si on a le niveau pour se maintenir dans les 5 premiers, c'est peut-être ça, enchaîner les matchs, pas trop tergiverser et puis en fait se jeter dedans, à voir. J'étais un peu perplexe quand j'ai vu que ça a été de nouveau repoussé, le match contre Paris, le machin, quand le match contre Marseille avait été déplacé en semaine. J'étais perplexe de tout ça. Et puis en y réfléchissant un petit peu, je me dis, écoute, il reste 5 matchs, parce que nous, on a le match contre Marseille, il reste 5 matchs. Autant y aller, quoi, autant se jeter. Mais ouais, moi, je reste toujours perplexe sur ce principe déjà de base, que ce soit pour l'OGC Nice ou un autre club, de dire, bah tiens, on va déplacer les matchs parce qu'on va favoriser un autre club. Je dis, Vin- ah bon? Ok. Vincent, finalement, ça a plutôt souri à l'OGC Nice, la mini trêve avec cette victoire 3-0 face à Ça a souri Lorient. pour nous, surtout. On Pour verra, nous, que supporters. ouais, on verra ce que ça donne pour le match face à Marseille. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses entre voilà, l'impact sur nos égos de supporters et sur notre institution, l'impact sportif, et puis après, de manière générale, on est passé à 18 et on a supprimé la Coupe de la Ligue pour alléger les calendriers, mais visiblement, ça suffit toujours pas. Bon, ça soulève peut-être une question d'organisation un peu plus général sur si c'est encore la merde et que tu dois toucher les trucs 3 semaines avant, c'est que ton calendrier il est peut-être pas si bien construit, ou alors qu'en fait tu n'as tellement pas confiance en ton championnat que tu n'imagines pas que tu peux avoir deux clubs en demi-finale de Coupe d'Europe. Pour moi, enfin, je comprends qu'on puisse vouloir favoriser les clubs français en Europe. C'est logique pour, on va dire, pour la France de mettre toutes les chances de notre côté et des clubs français dans leur confrontation. Maintenant, je trouve ça dommage parce que ça empiète sur l'équité sportive de la Ligue 1. Comme tu l'as dit, on est passé à 18 équipes, on a supprimé la Coupe de la Ligue pour avoir un calendrier quand même plus allégé. Et au final, on se retrouve à avoir des reports de matchs. Ça fait que tu as des équipes non européennes, comme Nice, qui vont se retrouver là en fin de saison avec 2 blocs de 3 matchs en 10 jours.
Et entre ça, tu as des périodes de 2 semaines sans match, donc c'est pas facile à gérer et je pense que c'est quand même notable dans l'équité sportive de cette fin de saison. On peut pas le nier, à mon avis. Bon, après, est-ce que le club s'est plaint? Est-ce que le club a accepté sans broncher? On ne le saura pas. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne le sais pas. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu limite, voilà, de favoriser certains clubs, mais que ça empiète sur les autres en Ligue 1. C'est un petit problème pour moi et bon, je pense que de toute façon, il n'y a pas de solution exacte, hein. Tu peux pas favoriser tout le monde en même temps, mais je trouve ça un peu dommage, ouais. On verra, on sera attentif si Coupe d'Europe et quart de finale européen il y a la saison prochaine, si on a le droit au même traitement de faveur. Et puis on verra encore une fois l'impact sur nos résultats, parce que peut-être qu'on se dira le déplacement du match face à Marseille, ça nous a permis de récupérer un effectif complet et de gagner sur une sacoche de Youssouf. Et peut-être que le PSG, on verra personne jouer à Nice parce qu'ils seront déjà champions et la tête soit dans l'eau, soit à autre chose. Donc voilà, on verra, on peut pas juger avant. C'est un peu étonnant niveau organisation, surtout que je vous rappelle, les 2 dernières journées, enfin normalement ce qui aurait dû être les 2 dernières journées face à Lille, c'est des multiplex avec tous les matchs à la même heure, soi-disant pour éviter une inéquité sportive, mais ça n'empêche pas de coller un match entre les deux après quand il y a besoin. Bref, bizarre, on va pas revenir sur les décisions de la Ligue et de l'organisation du championnat qui en plus n'a toujours pas de diffuseur pour l'année prochaine, donc on est quand même dans le flou le plus total avec ces gens-là. Vincent, Alric, merci de m'avoir accompagné pendant toute cette émission. En plus, on est revenu quand même sur une victoire. Ça faisait longtemps. Ça faisait plus d'un mois. C'était long quand même. En plus de ça, avec les résultats du week-end dernier, c'est une super opération pour le GC Nice. Ça sera peut-être même exceptionnel en fonction des résultats de ce week-end. Prochain débrief, ce sera après le match au Vélodrome. Voilà, j'ai tendance à dire qu'une saison où on battrait 2 fois Marseille serait forcément une réussite, surtout qu'en plus, ça risque fort de signifier que l'OGC Nice sera européen la saison prochaine sans trop nous avancer. Je pense qu'on va enregistrer jeudi soir, le match ce sera mercredi, et l'émission jeudi soir tard. Vincent, Alric, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur cette fin de saison, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Merci à toi, Nissa Nissa.